Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Alors bonjour, mon nom est Antoine Laporte et bienvenue à ce podcast On jase piano avec. Aujourd'hui, on jase piano avec Ryutaro Suzuki. Bonjour. Bonjour Ryutaro, ça va bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Alors, Ryutaro vient du Japon et il vit en France, je crois, depuis 2008, il me semble. C'est ça, oui, 2008, oui. Oui, exactement. Et on s'est rencontrés, en fait, à l'été 2015, c'était au Canada, au Québec. Au Domaine Forger. Exactement, oui. Ouais. Et on s'était parlé justement parce qu'il étudiait au Conservatoire de Paris. Et à cette époque-là, c'était un de mes rêves de pouvoir aller au Conservatoire de Paris. Puis je pense, Ryutaro, tu étais en train de finir... c'est ça, je crois que c'était... j'ai fini mes études au CNSM en 2015. Et justement, il y avait Michel Berhoff qui était un de mes profs au troisième cycle, qui enseignait au Domaine Forger. Et puis voilà, je me suis dit, bon... C'est l'occasion. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a souvent des élèves du CNSM qui... C'est ça, oui, parce qu'en fait, ils font une sorte de... Enfin, ils lui proposent aux élèves de troisième cycle d'aller avec une petite aide. Et voilà, donc j'ai participé à ça. Oui. Et je me souviens parce qu'il y a une salle avec le piano où Glenn Gould avait... joué sur un Domaine Forger. Oui, il y avait le piano, le piano qui avait passé dans le déluge du Saguenay, je pense, quelque chose comme ça. C'était sympa, oui. Oui, puis après on s'était revus, je pense, tout simplement, c'était à Paris. C'est ça, oui. Parce que Oui, j'ai vu que tu étais revenu, à Paris pour faire. Oui, c'est ça. Donc, tu avais étudié aussi au Conservatoire de Paris, tu as étudié aussi avec Hortense Cartier-Bresson. C'est ça, d'autres professeurs aussi, plusieurs professeurs. Puis après ton parcours, tu es allé en Italie. Voilà, c'est ça. Je suis allé faire mes études en Italie à Scuola di Musica di Fiesole. Oui. Avec une prof géorgienne, Elisa Virsaladze, qui est une merveilleuse pianiste. Oui. Et tu as fait combien d'années là-bas? Alors, j'ai fait 5 ans aussi, presque. Oui. OK. Ah oui. OK, donc à 2015 à 2020, en fait. C'est ça, oui. Ah oui, carrément. Enfin, à la fin, il y a eu le Covid, donc bon, voilà, c'était un peu compliqué, mais donc je dirais 5 ans, quoi. Ouais, j'aimerais ça, peut-être on revienne, on peut commencer à l'envers, mais est-ce que tu pourrais juste me parler un peu de ton cheminement au départ, quand tu as commencé le piano? Alors, tout début, alors évidemment, c'était au Japon, parce que... Oui, t'es né à Kamakura. À Kamakura, voilà, c'est ça, c'est une ville assez touristique, avec la plage, des plein de temples. Et alors mes parents aimaient bien la musique classique, même s'ils ne sont pas du tout musiciens. Du coup, ils regardaient, chaque dimanche, il y a une émission à la télé nationale d'un orchestre de NHK, comme la Radio France, mais au Japon. Et donc il regardait ça, et puis je regardais ça juste avant de dormir, parce que je crois que ça commençait à 20h, donc c'était un bon timing pour un bébé, un petit enfant de regarder ça avant de dormir. Et j'aimais bien en fait regarder ça. Et à l'époque... Ah ouais, même jeune, c'était naturel. C'est ça, oui. Et aussi en étant
un petit enfant, j'aimais bien écouter moi-même à l'époque, c'était même pas un CD, mais c'était une cassette. Tu vois, je sais pas si ça existe aujourd'hui, mais avec ça, j'ai écouté par exemple les disques justement de Glenn Gould, Partita numéro 1, ou il y avait aussi un disque de Karajan en train de diriger la 5e symphonie de Beethoven. Voilà, j'ai écouté ça moi-même. Ok. Et alors, pourquoi j'ai commencé? Parce que justement, j'aimais bien la musique, mais aussi... le piano aussi. Le piano, oui. Mais alors ça, il y a un truc drôle parce que au début, je voulais faire le violon. Parce que j'ai vu que, tout simplement, visuellement, c'était sympa. C'était cool de regarder les violonistes sur cette émission de l'orchestre. Parce qu'il n'y a pas souvent de piano. Voilà, justement, comme c'est une émission d'orchestre, et violon, c'est lui le concertmeister, donc évidemment la caméra se focalise sur lui. Mais bon, mes parents ne connaissaient aucun violoniste, du coup ils connaissaient une étudiante qui faisait du piano à l'époque, donc ils m'ont envoyé chez elle. Et c'est comme ça que j'ai commencé le piano. Mais j'ai tout de suite aimé jouer le piano. Finalement, ouais, c'est ça. Parce que des fois, ils disent de commencer avec le piano pour un peu former l'oreille. Parce que des fois, commencer tout de suite avec le violon... Oui, bon, je pense que c'est plutôt parce que vraiment, ils ne connaissaient pas un violoniste, je crois. Ouais. Et donc, tu as étudié avec cette professeure est-ce que ça a duré longtemps? Non, en fait, après, elle devait aller faire ses études en Europe, justement. Oh, ok. Du coup, elle m'a laissé chez sa prof, je crois que c'était sa prof, qui est de ma ville aussi. Et puis, avec elle, on a travaillé longtemps jusqu'à ce que je vienne en France. Ah oui? Presque, ouais. C'était dans une école? Ou... Non, c'est une prof privée qui vit dans ma ville. Au Japon, c'est normal. Je pense 90% des cas, c'est ça, avec un prof privé. Jusqu'au peut-être lycée, parce qu'il y a aussi les lycées musicaux. Oui, ok. Mais moi, j'ai pas été dans un lycée musical, donc... Conservatoire, parce que des fois, nous, comme au Québec, on a des conservatoires pour les études supérieures, mais il y a aussi... en fait, on peut être au conservatoire avant, quand on est plus jeune, on va le week-end, on a des cours de... Comme en France, quoi. Oui. Mais non, au Japon, ça n'existe pas, en fait. C'est totalement un autre système. On n'a pas de conservatoire comme ici. Il y a... Donc, il faut trouver le bon professeur. Exactement, il faut trouver un bon professeur, ou il y a effectivement le système Yamaha, ou je crois que Kawaii aussi, ils ont... qui propose une sorte d'école, mais c'est pas un conservatoire. Ah, ok. Voilà. Ah, intéressant. Ouais, alors, donc, tu es arrivé, ensuite, tu as fait les auditions au conservatoire, c'est en 2007 ou 2008? 2008. 2008. Donc, tu es entré en licence, c'est ça? Exactement, oui. Et tu as tout fait, le cursus, donc licence, master. Justement, pour être exact, l'année où je suis entré, ça ne s'appelait pas encore licence. Le système LMD, ça s'est appliqué, je pense, 2010. En 2010, voilà. Oui, ok. Donc, au début, je crois que c'était juste le cycle supérieur, premier cycle supérieur. Mais après, ils ont basculé vers licence, master. C'est cette année-là aussi qu'ils ont créé le doctorat d'interprétation, parce qu'avant, ça n'existait pas en France. Ou justement le doctorat où tu es actuellement. Oui, c'est ça. Heureusement, c'est une bonne année. C'est grâce à ça que j'ai pu finalement... Et qui est aussi le diplôme est donc en fait valable dans tous les pays. Parce que le diplôme supérieur, ça apporte valeur beaucoup en France. Mais apparemment, il y a eu quelques problèmes d'équivalence administrativement. Je pense qu'au Québec, c'était comme ça aussi avant. Et à un moment donné, ils ont changé, ont fait un baccalauréat comme qui équivaut à une licence ici. La maîtrise est arrivée, je pense, un peu après, justement pour les mêmes raisons. Parce que bon, on s'est dit, on avait un premier prix de conservatoire, mais
c'est ça. Ça disait pas que la personne pouvait enseigner parce qu'elle n'était pas reconnue. Et puis bon, parallèlement à ça, tu as fait des concours internationaux. Tu as eu pas mal de prix. Premier prix à la fin de ton cursus, justement, premier prix au concours d'Île-de-France. Tu as eu aussi deuxième prix concours à la mémoire d'Émile Guilhez. Oui. C'est intéressant. C'était en Ukraine. Oui, c'est un bon souvenir pour moi parce que bon, mis à part ce qui se passe en ce moment, c'était une expérience vraiment intéressante parce que ça se passait à Odessa. Et c'était en 2015, je crois, donc en fait c'était juste après la Crimée. Et donc ils étaient déjà un peu en difficulté au niveau de l'économie. Et du coup, dans la ville, il n'y avait pas de lumière. Je me souviens très bien, j'ai pris un tramway. Et pour changer la direction, il y a des rails qui... et pour changer la direction, ils n'avaient pas assez d'électricité pour faire bouger les rails. Et donc, le chauffeur de tramway descend avec le gros truc en fer, là, à l'ancienne, pour changer les rails. Et quand j'ai vu ça, je me dis, oh là là. Mais malgré tout, les gens étaient vraiment très sympas. Et au conservatoire, il y avait même des étudiants qui travaillent dans les escaliers, enfin dans les cages d'escalier, parce que il n'y a pas de salle. Et puis une fois, on m'a donné une salle de piano pour travailler. Et je crois que c'était avant la finale, et puis la réceptionniste, elle m'a dit oui, bah, je t'ai réservé la meilleure salle de notre conservatoire. Et je suis allé, il y avait effectivement deux grands pianos, là, enfin piano à queue. Mais j'ai vu que en fait la couverture de piano était penchée comme ça. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est parce qu'en fait, c'est un vieux piano de très mauvaise qualité, mais et c'était la meilleure salle. Ah oui, ok. Et j'étais, je peux dire que c'est un choc culturel, mais aussi j'ai vu à quel point, et puis on voit le nombre des musiciens qui viennent de ces pays-là. Et, oui, des bons, excellents. Justement, Émile Guilhez, c'est pour ça que ça se passe là-bas. Ok, je pensais qu'il était ukrainien, donc il n'était pas russe. Soviète, quoi. À l'époque, c'est ça, on s'est pu demander. Au Québec, Seri Salov aussi, qui a gagné le concours de Montréal en 2004, musicien ukrainien, vraiment excellent. Todd Yanni aussi, j'ai rencontré à Toronto, pianiste. Des excellents pianistes aussi. Voilà, non, c'était un bon souvenir quand même. Oui. Puis en fait, à la mémoire d'Émile Guilhez, est-ce qu'il y avait une thématique comme on jouait le répertoire, jouer un concert d'Émile Guilhez, reproduire Oui, je crois qu'il y avait quelques morceaux, j'avais oublié qu'est-ce que j'avais joué exactement, mais oui, je me souviens qu'il a fallu mettre quelques répertoires que Guilhez se jouait. Mais bon, après, il avait un répertoire énorme. Donc c'était pas un problème pour moi, je pense pour les autres aussi. Je propose peut-être qu'on écoute un enregistrement qui était au concours en Italie. C'était à Sacile, je crois. C'est là où il y a Fazioli, il y a l'usine Fazioli qui est à Sacile, dans cette ville. Oui, ok. Ouais, on va écouter tout de suite. C'est le troisième mouvement de la 7e sonate de Beethoven. Très bien.
Alors, ouais. Oui, c'était... super, merci. Interprétation. C'était, je me souviens bien, c'était un concours juste après le Covid. Et bon, en fait, ça a un peu été reporté plusieurs fois, mais du coup, j'ai eu le plaisir de jouer parce que pendant le Covid, il n'y a pas eu beaucoup de... Oui, donc est-ce que c'était une prestation qui était sur place ou c'était en vidéo? C'était sur place, okay. Mais enregistré en vidéo. Oui, parce qu'on voit que tu avais un masque, je pense, au début. Tout ça. Ouais, puis est-ce que c'est dans le cadre de ce concours-là que tu as joué aussi le concerto de Tchaïkovski à la fin? J'ai joué là-bas aussi, oui. C'était pendant le concours ou par après, au mois de mai, je pense, passé? Non, c'était en mai. Ah, oui, c'est ça. Ouais. Okay. Mais du coup, en fait... cette année même. Oui, voilà. Ça a été divisé en plusieurs étapes du concours. Ouais. Oui. Okay, à cause du Covid. OK, ouais, super. Puis, non, mais c'est ça, tu as fait d'autres concours, évidemment, là, je ne vais pas toutes les nommer, là, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Puis, qu'est-ce que ça représente pour toi, faire un concours? Est-ce que c'est comme une opportunité de faire connaître ou de faire un concert, de vivre une expérience aussi de performance? Puis qu'est-ce que ça représente et quand tu te prépares pour ça, c'est mentalement, qu'est-ce qui se passe et comment tu vois la chose? Alors, c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de concours. Parfois, il y a eu des résultats et puis d'autres fois, non. Mais je pense, évidemment, le but de faire un concours, c'est de gagner pour ensuite pouvoir se faire connaître. Et puis aussi d'avoir des concerts, des engagements, et puis gagner un peu d'argent aussi, mais... Ouais. Oui, parce que ça coûte cher quand même, s'inscrire, il y a des frais, aussi, voilà, de transport. Bien sûr, oui, il faut se faire rembourser par des prix. Oui, voilà. C'est comme un cachet conditionnel. Oui, exactement. Mais je pense comment dire, le plus important, enfin, ce qui m'a apporté le plus, finalement, en faisant les concours, c'est que pour préparer un concours, il faut monter quand même un répertoire assez large. Et très facilement, un programme qui correspond à au moins 2 récitals complets. Oui. Plus 1 ou 2 concertos. Ouais. Voire même 3 avec Mozart, voilà, ou quelque chose de trio, quatuor, à la quintette en plus, aussi. Ouais. Donc en fait c'est un répertoire énorme. Et de préparer ça pour interpréter en espèce d'une semaine, 2 semaines. Ouais. Ça demande un effort énorme, mais aussi du temps, oui, mais ça fait progresser les participants, le pianiste, je trouve. Ouais, peu importe du résultat. Peu importe le résultat, voilà. Ça, finalement, c'est quelque chose qui m'a apporté le plus. Évidemment, après, si on a des prix, c'est bien de se vendre. De dire aux organisateurs que voilà, j'ai gagné ceci, cela. Mais plus que ça, je pense, artistiquement parlant, c'est plutôt cette préparation de comment doser le temps, comment s'organiser pour justement préparer un énorme répertoire. Par exemple, c'est impossible de jouer tous les morceaux en une journée. Enfin, si on peut faire ça, mais ça devient un rodage. C'est pas un travail. Donc, il faut bien doser le temps de travail. Par exemple, aujourd'hui, je vais travailler, je vais me concentrer sur les morceaux de première épreuve, plus le concerto, et puis le lendemain, autre chose. Oui, c'est ça qui était le plus important pour moi. Ouais, souvent, j'ai vu des cas où est-ce que les gens travaillaient beaucoup le premier round. Parce qu'ils disaient, c'est tellement difficile, il y a tellement des pianistes talentueux. Juste de passer le premier round, ça va être quelque chose. Sauf que s'ils passent, après, c'est comme ça. J'ai passé par là. Oui, mais j'ai déjà fait un concours comme ça, en se concentrant sur les œuvres de première épreuve. Parce que justement, en première épreuve, souvent, il y a des études à interpréter, etc. Et puis, c'est difficile. Les études, finalement. Oui. Donc, on travaille beaucoup. Et puis,
Tout d'un coup, tu es en deuxième épreuve ou à demi-finale, et puis ça se voit que tu as moins bien préparé. Et souvent, même les concertos, c'est aussi, ceux qui sont voilà. les moins... Et concerto, finalement, je pense que les concertos, c'est quelque chose où on doit être préparé à 200%. Même pour un concert aussi. Un concerto, vraiment, c'est quelque chose dont on demande vraiment maximum de préparation. Penses-tu que aussi c'est important de jouer, de l'avoir joué avec orchestre, mettons, avant... L'expérience aussi. Que ce soit un orchestre, pas nécessairement professionnel, il y a des orchestres amateurs, ou peu importe, parce que c'est vrai que d'arriver... avec une œuvre qu'on a jouée seulement avec second piano, avec un orchestre de grand niveau, des fois ça peut... Ça n'a rien à voir. Ouais, non, c'est... peut avoir des surprises. Ouais. ouais. Non, mais c'est ça. D'ailleurs, t'as joué quand même avec beaucoup d'orchestres. D'ailleurs, le Tokyo Philharmonic. Oui. Ça fait longtemps, ça, le Tokyo Philharmonic? Ça, c'était en 2018 ou 2019. Ah, ok, c'est assez récent. Ouais. C'était lequel? J'ai joué deuxième de Rachmaninoff. Ah, wow, ok. Wow. Ah, c'était sympa. Puis c'était quel chef? Un chef japonais s'appelle Naoto Otomo. Ok. Ouais, non, ça, je connais pas bien au Japon comment c'est fait, parce qu'il y a le NHK justement pour la radio, il y a Tokyo, mais voilà. J'imagine Tokyo Philharmonic, ça doit être le grand orchestre. Bien sûr, c'est un orchestre, un très bon orchestre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, cool. Super. Puis, c'est ça, je pense que les dernières années, ça a été riche pour toi aussi. Professionnellement, il y a eu deux albums. Oui, j'ai sorti le deuxième album en 2020, je crois. Et c'est avec Ortus. C'est avec Ortus, oui, c'est un label français. Et sur un programme, un répertoire franco-japonais. Ouais. Pour me situer, justement. Ça correspond très bien, effectivement, à ton parcours. En parlant de ça, peut-être on peut écouter un extrait de ton album. On va commencer par un extrait de Debussy, du premier livre, des Préludes. Oui. Et parce que dans le disque, j'ai enregistré l'intégrale des premiers livres. Des Préludes, oui. On va écouter Des pas sur la neige, qui est une pièce que je connaissais assez peu, puis que j'avais découvert dans un cours d'analyse de conservatoire. Puis ça m'avait fait vraiment... Des pas sur la neige aussi, ça fait très canadien. Oui, c'est plus que français. Oui, je sais pas au Japon si... je pense pas qu'il y a de la neige. Si, il y a de la neige, mais pas dans la région où j'habite. Ok. Ouais. Ah ouais. Bon, on écoute Des pas sur la neige de Debussy.
Ouais, vraiment magnifique. C'est vraiment une œuvre vraiment intéressante. Je trouve il y a quelque chose de très, pas contemporain, mais actuel dans cette pièce. Oui. Répétition, avec des harmonies quand même majeures. L'harmonie qui change, la couleur qui change. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais même musique de film, quasiment, je trouve. C'est pas une musique, je trouve, qui... Parce que Debussy, il y a des œuvres au niveau du langage, tu sais, complexes, des accords. Tandis que là, on reste quand même à des accords mineurs, majeurs, neuvième. Ouais. Mais... avec peu de notes, effectivement. Oui, c'est ça. Je sais pas, quand t'approches les œuvres de Debussy, est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent que, mettons, un autre compositeur classique ou... Évidemment, chaque compositeur, on a des approches différentes, bien sûr. Mais en parlant de Debussy... par exemple, justement, pour ces préludes-là, je pense que vous connaissez, mais il y a des titres qui sont entre parenthèses écrits à la fin de chaque œuvre, chaque c'est prélude. Ça. Comme si ça suggérait quelque chose. Et, alors, évidemment, par exemple, ça, c'est Pas sur la neige. Donc, on peut très facilement imaginer des tableaux, par exemple, des Pas sur la neige. Mm-hmm. Mais moi, je pense que, évidemment, c'est pas de comment dire, essayer d'exprimer l'image, mais évidemment, c'est au-delà de là. Ça veut dire c'est plus humain, ça veut dire c'est quelqu'un qui est en train de marcher, ou les pas sur la neige qui sont laissés par quelqu'un qui marchait tout seul. Et dans la solitude, et peut-être il était triste, il avait des pensées, et je pense que c'est ça qui est important dans ces préludes. Et même par exemple les collines d'Anacapri, qui est le prélude numéro 5, qui est une œuvre, évidemment, qu'on peut imaginer exactement ces collines d'Anacapri qui est sur l'île de Capri en Italie, à Naples, et qui est, je suis allé plusieurs fois, mais c'est très, évidemment, c'est très pittoresque, il y a du soleil, etc. Mais c'est pas le soleil, c'est pas les collines même que Debussy avait écrit, à mon avis, c'est plutôt la joie quand on voit ces collines. C'est la joie, c'est de voir le soleil napolitain, etc. C'est ça qui est exprimé dans ces œuvres-là, je pense. Ouais. Donc, c'est ça. C'est... pour Debussy, je pense que c'est comme des impressions. Voilà, ce sont des impressions, effectivement. Des souvenirs aussi. Des souvenirs personnels. C'est pas seulement le tableau, etc. À mon avis. Oui. Puis aussi, c'était ton deuxième enregistrement sur album. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies particulièrement d'enregistrer un disque, le processus d'enregistrement? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire, réécouter en studio, recouper? Le processus de faire un disque, oui. Ouais. J'aime bien. J'aime beaucoup même, c'est-à-dire comme Glenn Gould justement lui c'était intense, voilà. C'est quelque chose qui est totalement différent du live, bien sûr. De donner un concert, ça n'a rien à voir, parce que on crée quelque chose. Qui n'est pas fait à l'instant. C'est-à-dire, on réécoute plusieurs fois, on fait des montages aussi, bien sûr. Est-ce que tu préfères en faire le moins possible? J'imagine nous le faire le moins possible, bien sûr. Mais on peut... c'est vraiment de créer quelque chose avec le temps.
c'est pas... parce que dans un concert, c'est l'art de l'instant. On écoute, on peut pas revenir sur 3 secondes avant. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on partage avec le public. Enfin, dans un concert, c'est quelque chose qu'on partage avec le public. Vraiment, ce moment-là. Mais faire un disque, c'est un processus totalement différent. Mm-hmm. Totalement différent. Et voilà, c'est... avec le directeur musical. Ouais, est-ce que la prise de son, est-ce que tu as une opinion là-dessus, ou tu les laisses plutôt travailler, puis tu leur fais confiance ou... Oui, bien sûr. En l'occurrence, pour ce disque, c'était un ingénieur de son qui avait déjà enregistré plein de très très grands, comme Martin Guerrich, etc. Okay. Ouais. Et qui avait travaillé dans des grands labels aussi. Donc, évidemment, je faisais confiance en lui. Ouais. et j'ai écouté même... ses avis, non seulement pour la prise de son, mais aussi musicalement. Et c'est pour ça qu'on appelle direction musicale quand on fait un disque. Réalisation, direction musicale, ça aide aussi un peu parce que nous, on joue, c'est des œuvres souvent qu'on la joue beaucoup, qu'on connaît très très bien. Puis à un moment donné, on entend peut-être des choses, c'est pas assez, comment je pourrais dire, c'est trop subjectif. Puis c'est difficile des fois de faire. Lui, il va dire, ah non, mais là, ça marche pas. Ben non, mais pourquoi? Et aussi la difficulté justement de créer un disque, c'est parce qu'en fait, on réécoute plein de fois. Mm-hmm. Et à force de réécouter plein de fois le même passage, au bout d'un moment, tu sais plus que... Parfois, ça arrive. Ouais, ça prend du temps des fois. Et donc, en fait, c'est bien d'avoir un oreille extérieur. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui. Non, tout à fait. Ouais, parce que tu sais, aussi, il y a des prises de son qui peuvent être prises. Il y en a qui préfèrent. Mettons, Glenn Gould, c'était ces années-là, c'est une autre époque, là, on peut pas comparer. Mais moi, ce que je remarque dans des enregistrements, c'est qu'il y a des prises de son qui vont prioriser plus des micros de proches. Donc, on entend plus l'attaque. On va entendre les basses vont être un peu plus rondes. Il va y avoir un petit peu plus de couleur. Un peu comme dans un micro, si on parle proche ou loin. Il y en a qui préfèrent une prise de son plus loin pour avoir le son global, puis vraiment la résonance de la salle. Puis là, on a des basses qui sont plus large, moins présente, mais qui englobe peut-être plus, en tout cas. Pour ce disque-là, pareil pour mon tout premier aussi, mais j'ai eu la chance d'enregistrer dans une salle qui est à la Chaux-de-Fonds en Suisse, et qui est une salle réputée justement pour faire des disques. Et donc, il y a non seulement des prises de son directes, juste à côté, près du piano, mais aussi prise de son de l'écho de la salle, l'acoustique. Oui, un mélange. Et un mélange, donc voilà, je dois dire que j'étais chanceux. Intéressant. Puis, c'est ça, là, tu revenais justement dans une répétition. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets en ce moment, avec la pandémie qui est un peu derrière nous, on pourrait dire. J'ai vu récemment que tu avais fait, ça fait quelques mois quand même, un récital à la Cité des Arts, Cité internationale des Arts. Où est-ce que tu as séjourné, moi aussi. Donc, c'est ça, oui. Et puis, tu avais un récital, la Bourse de Paris, CIE. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Alors, c'est... chaque concert a des organismes qui subventionnent. Et donc, pour ce concert-là, c'était CIE, Comité d'entre-entreprises de la Bourse de Paris, qui a subventionné depuis quelques années, en fait. Des concerts. Des concerts, oui. Okay. Puis ça peut être partout dans Paris, c'est pas juste... oui, je pense que... Bon, c'est pas encore tout à fait défini, donc je peux pas dire où. Okay. Mais je pense que l'année prochaine aussi, ils vont faire un concert avec moi dans Paris. Ouais, mais je pense pas que ça soit la Cité des Arts cette fois-ci, mais voilà. Intéressant. Et sinon, oui, j'ai quelques projets aussi pour l'année prochaine. Par exemple, il y a un cercle s'appelle France-Amérique qui est un... Oui, je connais bien, j'ai joué là-bas. Ah, super. C'est un cadre vraiment sympa à oui, c'est Roosevelt, magnifique. je crois.
Oui, exactement. Monsieur Nomic qui c'est ça, qui est là-bas. Ouais. Puis il y a une Québécoise aussi, Guéry, Mme Guéry, qui est en France depuis longtemps. Si tu veux, tu viendras. Oui, tu me diras c'est quand. C'est le 6 février. OK. Oui. En 2023. 23, oui. Super. Oui, c'est vraiment un très bel hôtel. C'est l'hôtel Le Marois, je pense. C'est magnifique. Et aussi, je crois que justement, on avait écouté un peu l'extrait tout à l'heure, mais du concours en Italie. Je crois que l'extrait qu'on avait écouté, c'était en deuxième épreuve. Mais l'épreuve je pense que c'était la finale. Je pense qu'ils vont sortir. On va sortir en fait un album live donc de la finale. Mais ça sera un album en ligne, mais diffusé mondialement, je crois. Oui, tu avais remporté le 3e prix, je pense. C'est ça, oui. C'était un 3e prix, mais c'est une partie de récompense. Voilà. OK. Super. Donc, tu travailles là-dessus. Puis, j'avais vu aussi que tu avais fait un concert au Musée Marmottan avec Aurélien Pascal, qui est le fils de mon professeur. Pascal. OK. Aurélien, je pense qu'il avait gagné le... Oui, Aurélien, il joue partout maintenant. Oui, c'est ça. Il n'avait pas gagné aussi au Tchaïkovski, je pense. René-Elisabeth. René-Elisabeth, super musicien. Musée Marmottan. C'est drôle, j'étais allé récemment avec mon père. On voulait aller voir, justement, Impression Soleil Levant de Claude Monet. Et puis, c'était la journée qu'il n'avait pas sorti. Il ne le montrait pas au public. Donc, on avait été déçus. Mais on avait vu d'autres choses quand même. Oui. Non, mais c'est un musée quand même très sympa. Pas trop grand, mais évidemment, surtout connu pour la salle des Enfers. Et en sous-sol. Et puis, justement, c'est là j'ai joué avec Aurélien, entouré de ces tableaux de Monet. C'est quand même quelque chose. C'était du Debussy, j'imagine, ou pas non, justement, non. C'était pas de Debussy, mais j'aimerais bien faire, s'il y a la deuxième fois, j'aimerais bien faire Debussy. Pourquoi pas le prélude. Oui, justement. Ça serait vraiment super. On va retourner aux sources. On va faire entendre une autre pièce de ton deuxième album de compositeur Isatada Oteka. C'est ça, oui. Japonais. Donc, Village Festival ou Danse villageoise. Oui. C'est très intéressant, composé dans les années 30. C'est ça, oui. On écoute, puis on commente par la suite. Ouais, c'est très énergique comme pièce. C'est la fête villageoise. Oui, clairement. C'est ça. Est-ce que t'avais joué d'autres compositeurs japonais? Oui, j'ai déjà joué d'autres compositeurs japonais. Pas forcément contemporains,
Non seulement, mais parce qu'il y a des compositeurs japonais de la musique classique qui sont pas connus, comme justement comme Otaka, qu'on vient d'écouter, mais d'autres qui sont moins connus, mais qui ont composé des morceaux intéressants. Justement dans les années 30, même 40, 50. C'est pas Takemitsu Takemitsu aussi bien sûr, connu. Mais lui il est plus contemporain. Mais non seulement lui, mais il y a d'autres compositeurs qui sont assez intéressants. Ça remonte jusqu'à quand à peu près Je pense début 20e, comme celui-ci, comme Otaka. Et donc en fait c'est pas un projet que comment dire, je peux préciser, mais voilà, si à l'occasion je joue assez souvent des œuvres japonaises aussi, dans les concerts. Ben, c'est intéressant parce qu'on entend quand même, peut-être plus en France, mais c'est quand même rare que les gens osent. Même au Japon ils sont pas très connus. Je crois que ce n'est pas encore enregistré justement la suite japonaise qu'on vient d'écouter. Et la version pour orchestre que lui-même avait composé, transcrit et enregistré. Mais pour le piano, j'ai pas trouvé. Ok. Oui. Ah oui, donc c'est la première mondiale, ce disque. Oui, pour le disque, oui. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, intéressant. Alors, je sais pas si... je sais pas si tu avais d'autres projets que tu voulais partager, ou est-ce qu'il y a un prochain enregistrement, un disque est en cours? Justement, donc, prochain enregistrement, je pense que... nous, on a un projet que je suis en train de parler, qui sera... Bon, j'ai pas beaucoup de détails, mais je sais qu'on va enregistrer à peu près au mois de juin 2023. Donc le 3e album physique sortira à la fin de l'année prochaine, je crois. Ok, et le répertoire, c'est secret? C'est encore secret, malheureusement, oui. Toujours avec le même... je crois. La même maison d'édition de disques. Ah, intéressant. Donc, ça fait quand même pas mal de pain sur la planche pour les prochains mois, avec la réouverture et tout ça. Bon, ça fait déjà un moment que c'est reparti, les concerts, mais un peu ralenti. Voilà. Ce qui était intéressant, c'est que après la pandémie, je me suis inquiété comment ça va devenir. Mais curieusement, je vois que le public, les gens viennent dans les salles de concert. Et peut-être les organisateurs ont fait une bonne communication, mais à chaque fois, je dirais 95% des cas, les concerts que j'avais donnés après la pandémie étaient pleins. Donc c'est une bonne chose. Oui. Ouais, là, c'est... Bravo. Non, mais je pense que c'est pas que moi. J'ai déjà entendu dire par les organisateurs que les gens viennent. C'est qui est une bonne chose. Oui. Avant, il y avait un peu peur, puis là, je pensais que les gens ont le goût de... Peut-être ça les a manqués, justement. Oui, c'est ça. De revenir. De écouter. Puis toi, tu avais vécu ça, la pandémie, en France ou au Japon? Ou les deux? En France. Surtout le premier confinement à Paris, dans mon petit appartement. C'était en fait, au final, ça va. Je me suis en sorti. Voilà. Non, ça devait pas être... ça devait pas être facile, mais en fait, pour n'importe qui, surtout les artistes qui dépendent du public beaucoup. Il y en a qui ont appris du répertoire, fait des concours. Justement, voilà, j'ai appris du répertoire pendant la pandémie, mais aussi j'ai appris à faire de la cuisine. Ah bon? Ok. Cuisine japonaise ou non, française? Cuisine française, parce que justement, les ingrédients japonais étaient encore plus difficiles à trouver pendant le confinement. Bien sûr. Mais j'ai un grand supermarché avec des produits assez frais juste à côté de chez moi. Donc, à chaque fois, il a fallu quand même écrire une autorisation, une déclaration pour sortir, pour aller faire des courses. Mais c'était
2-3 mois assez productifs pour moi, en fait. Oui, ça donnait le temps de se replonger en nous un peu. Exactement, de se regarder, de reculer un peu. Qu'est-ce qu'on a le goût, vraiment le goût, parce que c'est vrai que sinon, avec le rythme de la vie, on a un concert, un programme à préparer, telle chose. Fait qu'à un moment donné, on est comme embarqué dans un train, on peut plus ralentir. Super, ben, c'était très intéressant. Merci d'avoir partagé tout ça. Plaisir. Puis bonne chance en tout cas pour la suite. Est-ce qu'il y aura d'autres concours aussi ou non, je pense que les concours, là je suis un peu fatigué de ça. J'ai pas 20 ans non plus, donc voilà. Mais maintenant c'est de faire des concerts, c'est un plaisir. Est-ce que tu enseignes un petit peu? J'enseigne aussi de temps en temps, pas dans un conservatoire, mais des élèves privés comme ça, un peu. Et tu prends plaisir à enseigner? Aussi, c'est totalement différent, c'est totalement différent, mais surtout si l'élève est motivé, c'est intéressant. Okay. Merci Ryotaro. Merci Antoine. Merci d'avoir écouté le podcast On jase piano avec, et merci à Ryotaro Suzuki d'avoir partagé avec nous ses projets et son parcours artistique. C'était passionnant d'en apprendre plus sur ses méthodes de préparation pour les concours internationaux, ses projets de concert à Paris et d'écouter des extraits de ses albums, en plus d'en savoir sur ses expériences d'enregistrement en studio. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le 19 mars prochain, où je serai en compagnie du pianiste québécois Gabriel Canville-Bélair. Je le sais que si je me laisse aller, je vais probablement jouer trop vite dès le début. Et que là, rendu à genre 60 secondes, je vais commencer à me dire « Oh, là, je vais être en danger parce que ça va trop vite. » Mais là, maintenant, ce que j'apprends, c'est juste avant de la commencer, peut-être de l'écouter dans sa tête un peu la pièce. 5-6 secondes, là. Des fois, c'est assez juste pour nous faire comprendre le tempo qu'il faut qu'on prenne au début. Et là, quand on rentre, on est plus confortable, on est plus solide. Au plaisir de vous y retrouver.